Bonjour, au micro Suzanne Ponce de l'émission Carrefour des créateurs de Radio Mayuri Campus. Chaque semaine, la Fondation de l'Université de Guyane donne rendez-vous à ses auditeurs autour de différentes thématiques socio-économiques auxquelles est confrontée la Guyane. Aujourd'hui, nous échangeons avec notre invité sur les déterminants sociaux des maladies infectieuses et leur prévention. Avec nous, au studio, le docteur Nicolas Vignier, médecin, praticien hospitalier, PhD de santé publique et HDR, travaillant dans une cellule de l'INSERM à l'hôpital de Cayenne. Bonjour, docteur Vignier. Bonjour. Les maladies infectieuses et tropicales et leur propagation sont intimement liées aux conditions de vie des individus et aux évolutions de nos sociétés. C'est-à-dire au-delà de l'hérédité, de l'accès aux soins, de la prévention, l'évolution, elles sont fortement déterminées socialement, affectant plus volontiers les personnes en situation de précarité. Les populations qui résident dans des habitats insalubres, par exemple, ou dans des zones sans infrastructures médicales, les déserts médicaux. Qu'en est-il en Guyane ? Eh bien, la Guyane, comme ailleurs, ne déroge pas à la règle, si je puis dire. Comme ailleurs, les maladies infectieuses sont présentes. Elles sont même particulièrement présentes du fait du caractère tropical de la Guyane qui donne aussi naissance aux maladies tropicales. Mais ce dont il est question là, c'est vraiment les inégalités sociales en santé, le fait que, en fonction du profil social des personnes, il puisse y avoir une exposition inégale, plus importante aux maladies infectieuses. Et donc ça peut être vrai pour des maladies tropicales, mais c'est aussi vrai pour les maladies infectieuses communes. Et donc c'est des choses qu'on observe particulièrement en Guyane. Pourquoi ? Parce que la Guyane est un territoire où les inégalités sociales sont particulièrement accrues du fait de son histoire, du manque de ressources disponibles, d'un accès à l'emploi limité, de la migration aussi, des enjeux démographiques. Pour toutes ces raisons-là, les inégalités sociales, elles sont accrues. C'est un des départements ou des régions françaises où les écarts de salaire sont les plus importants, où les niveaux de pauvreté et de ce qu'on appelle la précarité. La précarité, c'est le fait de ne pas avoir de stabilité dans sa vie, de pas, faute d'emploi stable, de logement stable, de papier stable, etc., d'être en éternelle fragilité, que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Donc quand on utilise le terme précarité, c'est de ça dont on parle. C'est une espèce de fragilité de l'existence. Et beaucoup de résidents de notre territoire sont concernés par ça. Il suffit d'une crise comme le Covid ou comme la guerre en Ukraine pour que les choses se précipitent. Et les premiers qui vont payer le prix de la pauvreté induite, c'est ceux qui sont justement en situation de précarité, de fragilité. Et souvent, la santé suit, malheureusement. C'est-à-dire que ça commence par cette précarité, puis la santé peut se dégrader de différentes sortes, mais notamment à travers l'acquisition de maladies infectieuses plus ou moins sévères. Et que ces personnes n'ont pas les moyens d'aller au médecin, quoi. Donc en effet, dans ces inégalités sociales de santé, il y a des inégalités en termes d'exposition. Il y a aussi des inégalités en termes de niveau de connaissance de ces maladies qui peuvent induire aussi la conscientisation qu'on a du statut de malade, qui peut être retardé, ce qui peut aussi en soi entraîner des prises en charge tardives qui peuvent être délétères pour la santé de l'individu. Donc ça, c'est l'importance aussi de l'éducation, de ce qu'on appelle nous la littératie en santé, c'est-à-dire à quel niveau la personne est consciente des enjeux de santé et peut les identifier chez elle-même précocement, ou peut être dans une démarche de santé préventive parce qu'elle elle se préoccupe et elle est consciente, elle a un niveau de connaissance suffisant pour comprendre qu'il y a des démarches qui sont importantes, à la fois dans le comportement de tous les jours, mais aussi dans le recours aux soins préventifs. Et c'est souvent des choses qui ne sont pas mises en priorité quand on est en situation de précarité ou de pauvreté avancée. Et enfin, quand les symptômes surviennent, parfois tardivement, il y a l'enjeu de l'accès aux soins. Et donc, plus on est éloigné des structures de santé, si on ne dispose pas d'une couverture maladie complète, si on a une mauvaise connaissance du système de santé,
ou si on habite dans un territoire où le système de santé n'est pas suffisamment doté, ce qui est le cas de la Guyane, eh ben, on peut avoir encore une fois une dégradation de son état de santé. Et tout ça, ça contribue aux inégalités sociales de santé. Donc, à partir de l'enquête ANRS Parcours, que vous avez étudié les liens de migration, précarité et maladies infectieuses, donc, comme vous l'avez dit, l'origine sociale, le fait de savoir lire, écrire, compter, vous l'avez expliqué. Les habitudes alimentaires, aussi le niveau de revenu, la possibilité du transport. Tout ça sont des facteurs, comme vous l'avez décrit, qui affectent la précarité. Et quelles sont vos constatations sur ces inégalités face à la santé, et peut-être quelles sont vos recommandations à partir de cette enquête que vous avez menée? Donc en effet, tous les facteurs que vous avez cités, c'est ce que nous on va appeler les déterminants sociaux de la santé. Donc c'est en fait des caractéristiques sociales qui vont déterminer la santé de l'individu de différentes manières. Et donc l'enquête que vous venez de citer, ANRS Parcours, c'est une enquête qui a été menée en 2012-2013 en Île-de-France pour essayer de mieux comprendre l'exposition à l'infection par le virus du VIH des personnes originaires d'Afrique subsaharienne vivant en Île-de-France, parce qu'on s'était rendu compte que c'était une des populations les plus touchées par cette infection. Et en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est est-ce que c'était tout simplement lié à la situation dans les pays d'origine, ou est-ce qu'il y avait des enjeux qui exposaient, un contexte social qui exposait à ces infections sur le territoire français. Et le principal résultat de cette enquête, ça a été justement de démontrer que non, cette surexposition n'était pas seulement liée à la fréquence de la maladie dans les pays d'origine, mais était aussi beaucoup liée à la précarité après l'arrivée en France de ces personnes issues de l'immigration, qui souvent passaient par des périodes de grande précarité après leur arrivée, avec l'instabilité du travail, du logement, un réseau social limité, donc un soutien social limité, et que dans ces contextes-là, en fait, ça exposait à ce que nous on appelle une certaine forme de vulnérabilité sexuelle, c'est-à-dire à une sexualité pas complètement souhaitée ou choisie, qui elle-même exposait à une exposition toutes les conséquences d'une sexualité pas choisie, comme les violences, troubles psychiques, mais aussi à cette maladie infectieuse particulière qui se transmet par voie sexuelle, qui est l'infection par le virus du VIH. Et donc cette enquête a démontré que près d'une personne sur deux originaire d'Afrique subsaharienne vivant en Île-de-France avec le VIH avait été contaminée sur le territoire français après son arrivée, et principalement au cours des années durant lesquelles elle était dans des situations de précarité. Voilà. Et est-ce qu'il arrive quelque chose de similaire lorsque nous avons des migrants qui viennent en Guyane et qui sont contaminés, je pense, dans les prisons, par exemple? Alors, justement, c'est exactement l'objet de mes recherches actuelles. C'est fort de ce constat et de l'expérience de l'enquête menée en Île-de-France. Moi qui suis médecin et chercheur, quand je suis arrivé en Guyane, moi je suis médecin spécialisé en maladies infectieuses, c'est-à-dire que je travaille aussi au centre hospitalier de Cayenne comme infectiologue, et je mène des consultations auprès des personnes qui souffrent de maladies infectieuses, et parmi elles, il y a les personnes vivant avec le VIH. Et quand je suis arrivé en Guyane, que je commençais à consulter, ce qui tout de suite m'a surpris, étonné, c'est la surreprésentation de certaines communautés issues de l'immigration parmi mes patients. Et donc tout de suite j'ai fait le lien avec l'expérience de cette enquête précédente sur laquelle j'avais réalisé ma thèse de sciences. Et donc quand on découvre les conditions de vie qui sont celles des personnes migrantes primo-arrivantes en Guyane, l'hypothèse c'est qu'il y a une situation similaire, qu'il y ait une grande précarité qui expose aussi une vulnérabilité sexuelle. Donc du coup c'est tout l'objet du travail qu'on mène actuellement, qui est une enquête parcours en Guyane, où on interviewe des patients et puis des personnes qui ne sont pas concernées par le VIH pour voir par
parcours justement de vie ils sont passés et est-ce que au cours de ce parcours il y a eu des périodes difficiles et est-ce qu'au cours de ces périodes difficiles il y a eu éventuellement de la vulnérabilité sexuelle et aussi essayer de comprendre un petit peu quel a été l'accès aux soins, la prévention et comment on aurait pu prévenir ces infections même si on ne peut pas tout résoudre socialement, même si on peut le souhaiter. Donc nous à notre niveau on est là pour éclairer l'origine des maladies et pour faire connaître leurs racines sociales pour qu'après la société puisse s'en emparer pour, si possible, améliorer leurs conditions de vie. Et dans l'attente, on est aussi là pour offrir des outils de prévention, de réduction des risques d'exposition aux maladies infectieuses qui permettent de prévenir au moins pour partie certaines de ces maladies. Et vous avez probablement fait des recommandations qui ont été testées, mises en pratique. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que c'est comme recommandation? Comme je le disais, quand on travaille sur les déterminants sociaux de la santé, souvent les premières recommandations, elles sont structurelles, donc elles dépassent un petit peu le système de santé. Alors oui, il y a le renforcement du système de santé lui-même, mais aussi son organisation, parce qu'on a aussi des progrès à faire sur la manière dont on travaille ensemble, dont on s'organise, et aussi comment on fluidifie les parcours de soins et de prévention de ceux qui nous font confiance. Mais c'est aussi à l'échelle sociétale, tout simplement essayer de faire en sorte que les droits de l'homme soient respectés en termes d'équité, de respect des droits humains. Donc les droits humains, c'est par exemple protéger les personnes contre les violences, garantir l'accès aux soins, à l'éducation, à un logement digne. C'est des choses aussi simples que ça, mais qui sont loin d'être une vérité universelle dans notre pays, et encore moins en Guyane, au vu des enjeux auxquels on fait face. Donc les recommandations structurelles, c'est celle-là. Et puis après, à notre niveau, on essaie d'aller vers les populations les plus fragiles qui ne viennent pas toujours à nous précocement, comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire en sorte qu'il y ait un contact tôt avec les professionnels de la santé et du social, de telle manière de pouvoir les accompagner à un stade où on est encore dans la prévention et non pas encore dans la prise en charge des maladies à un stade avancé, sachant que beaucoup on peut les prévenir. Donc on a différents outils pour les maladies infectieuses, les vaccinations, le dépistage. Pour celles qui se transmettent sexuellement, on peut accompagner pour savoir comment se protéger, rappeler le droit. Il y a des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire français qui ne savent pas qu'on protège les personnes contre les violences sexuelles. Donc c'est bon à savoir, à connaître et savoir aussi où s'adresser et comment. C'est aussi former les professionnels à accompagner. Donc c'est beaucoup de choses. C'est proposer un bilan de santé élargi à tout individu pour avoir une connaissance précise de son état de santé et si des pathologies sont diagnostiquées, pouvoir les orienter, les prendre en charge précocement. Donc c'est ce genre d'outils qu'on expérimente et qui ont fait la preuve de leurs bénéfices d'un point de vue de la santé publique. Nous arrivons au terme de notre entretien. L'analyse, on voit bien que l'analyse des différentes enquêtes a permis de mieux appréhender la question des maladies infectieuses. On a vu que les déterminants étaient aussi importants pour les départements français surtout et se retrouver en Guyane au regard des inégalités sociales de la santé. Vous avez parlé d'une approche globale de la santé qui compte l'ensemble de ces déterminants en fédérant les énergies et le savoir-faire donc des associations, des professionnels de la santé. À court terme, donc, vos recommandations. Donc, je reprends. Vous avez parlé du rattrapage vaccinal. Vous nous avez donné l'exemple du bilan santé à l'arrivée. Le dépistage des infections tropicales. Voilà, tout ça sont des exemples qui semblent primordiaux. Sans oublier, vous avez insisté sur la sexualité et la santé sexuelle. Tout à fait.
Donc, merci. Chers auditeurs et auditrices, nous arrivons au terme de cette émission de Carrefour des créateurs avec notre invité, le docteur Vignier. La recherche menée par l'Université de Guyane a une application directe sur le positionnement et la mise en valeur du territoire, sa relation avec la société et les sources de création de richesses, en tout cas de meilleures connaissances de nos sociétés. Carrefour des créateurs, c'est sur Mayuri Campus, chaque samedi à 10h. À bientôt.